Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour ce partage d'expérience sur le déploiement dans le cloud d'approches non supervisées afin de détecter des corruptions dans les données. Je me présente, je m'appelle Sébastien Marty, je suis data scientist dans le groupe Orange et je ne vais pas vous présenter Orange, je pense que tout le monde voit à peu près ce que ça fait Orange, quoique on va en reparler. Je voulais juste faire un focus sur le fait que Orange c'est avant tout un groupe international qui s'adresse à plus de 260 millions de clients dans 26 pays différents et qui génère un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards d'euros, enfin de plus de 40 milliards d'euros. Et donc moi, c'est Rémi Laroy. Donc je travaille chez Orange en tant que data engineer, où je suis également alternant. Donc je vais vous présenter les opportunités que propose Orange. Donc Orange, c'est 40 thèses par an qui sont financées, plus de 600 alternants par an juste dans la région, et plus de 1800 offres disponibles actuellement sur orange.jobs. Alors l'objectif, c'est un peu de casser l'image qu'on a d'Orange et de vous dire qu'en fait, Orange, c'est des activités diverses et variées. Tout le monde voit les activités télécommunications, mais Orange, c'est également des services financiers, des services dans la santé, c'est de la cybersécurité, c'est gérer une flotte de navires qui posent des câbles sous-marins. Enfin, Orange, c'est tout ça. Et on va le voir par rapport à notre sujet, qui dit des domaines d'activité aussi variés, dit des données variées. Et la donnée, c'est devenu réellement un enjeu majeur pour Orange, et fiabiliser cette donnée, ça devient crucial. On est en train d'automatiser tous nos process, on est en train de déployer de plus en plus d'intelligence artificielle qui prennent des décisions, et du coup, on génère une sensibilité collective à la qualité de la donnée qui devient vraiment crucial pour nous. Et du coup, pour gérer tous ces projets donc, qui sont liés à la donnée, on va vouloir utiliser des technologies cloud pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être tout d'abord pour réduire les coûts, car on va avoir besoin de moins de machines. Et si on est sur du cloud public, comme Google, on va payer seulement ce qu'on consomme comme ressources. Le deuxième avantage, ça va être qu'on va avoir une disponibilité de ressources très rapide et pratiquement illimitée. On n'a pas besoin de commander des serveurs, les installer pour pouvoir lancer des projets. Ce qui va nous permettre d'avoir un développement plus agile et également de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc le cloud pour nous, c'est basé sur Kubeflow. Donc Kubeflow, c'est un projet open source initié par Google en 2018. C'est un outil qui est fait pour tourner dans le cloud. Et la devise du projet, c'est partout où tourne Kubernetes, Kubeflow tourne. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'adhérence avec un cloud provider en particulier. Et on peut faire tourner on-premise si on veut. Le but d'utiliser Kubeflow, ça va être de gérer l'ensemble du cycle de vie des projets de machine learning et d'intelligence artificielle, de l'exploration à la production. Alors, nos objectifs en utilisant Kubeflow, c'est d'industrialiser nos process de machine learning, notamment par le biais de ce qu'on voit à droite, les pipelines de Kubeflow. Donc un pipeline, le but, ça va être de découper le process en plusieurs petites briques et de créer des dépendances entre ces briques. Donc ça va nous permettre de réutiliser un certain nombre de composants, d'automatiser nos process et également de standardiser notre code entre les différents projets. L'idée de cette présentation, c'est de suivre finalement, et de ce partage, c'est de suivre le fil de développement donc, de l'apprentissage continu et de voir les différentes phases du projet et comment on les a abordées, que ce soit en termes d'algorithmie ou en termes d'outillage. Premièrement, sur la phase exploratoire, il y a surtout deux points qu'on voulait souligner. Un, l'étude sur les algorithmes, qu'est-ce qu'on a sélectionné, pourquoi. Et deux, quel est l'outillage et les environnements qui ont été mis à disposition pour permettre d'explorer cette donnée. Alors, quand on parle de détecter des corruptions de données, c'est en fait monitorer la qualité des données et la fiabiliser. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire, on ne va pas manipuler, on ne va pas traiter la problématique de la qualité des données, mais plutôt des qualités des données. La qualité des données peut se représenter par différents aspects. Alors vous regardez dans la littérature, souvent vous allez avoir 7, 8 aspects différents. Nous, dans le cadre de notre projet, on s'est attaché à 5 aspects de la qualité des données, et c'est déjà pas mal. Donc on a la conformité.
La conformité, c'est à quel point, alors dans des données tabulaires, à quel point une colonne correspond à un format très précis. Typiquement, un identifiant est codé sur 8 digits, pas plus, pas moins, ce genre de formalisme-là. L'unicité, à quel point une colonne dans ma donnée tabulaire doit être unique ou pas, et dans quelle proportion, évidemment. La complétude, est-ce que des données vides dans une colonne sont tolérables ou pas? Ça va dépendre de la colonne. L'intégrité, donc l'intégrité, c'est la fréquence d'apparition des valeurs. Donc typiquement, imaginons j'ai une colonne qui indique le genre d'une population. Il est de grandes chances que vous ayez 50% d'hommes, 50% de femmes, quoique ça dépend de quelle population on parle. Et enfin la cohérence. La cohérence, en fait, c'est le respect des corrélations. Donc typiquement, si on reste dans une donnée qui représente une population, imaginons qu'on ait une autre colonne qui soit à la taille des individus, on va s'attendre à ce qu'un homme soit un peu plus grand qu'une femme en termes de hauteur. Et du coup, pour faire face à ces 5 aspects de la qualité des données, on met en œuvre plusieurs algorithmes différents. Donc les 3 premiers aspects de la qualité de la donnée, en fait, peuvent se résumer par surveiller un indicateur ou plusieurs indicateurs. Est-ce que ces indicateurs sont dans une zone qu'on peut appeler une zone de contrôle? Et bon, je ne fais pas de la recherche, je suis avant tout là pour mettre de l'intelligence artificielle en production. Je ne vais pas réinventer la roue. Donc Toyota, dans les années 50, a sorti des algorithmes qui permettaient de qualifier la qualité de leurs pièces qu'ils avaient usinées. Et en fait, donc les contrôles chart dont je parle, le principe est très simple, c'est que vous avez plusieurs échantillons qui sont caractérisés par différents indicateurs, et vous allez créer une enveloppe, donc ça va être une valeur cible avec une valeur à la baisse tolérable et une valeur à la hausse tolérable. Notez qu'en fait ces valeurs, cette enveloppe est asymétrique. Alors ça c'est dans notre cas de figure, il y a des méthodes plus simples où on se contente d'une valeur symétrique. Donc ça c'est pour les contrôles chart. Sur tout ce qui est intégrité des données, donc fréquence des valeurs, là par contre on va faire un KS test, donc un test statistique qui permet de mesurer l'écart dans la fréquence d'apparition de différentes valeurs. Donc par exemple, si à un instant T, j'ai 48% de femmes, 52% d'hommes dans ma base de données, je m'attends à avoir quelque chose de similaire à un instant T plus une semaine, T plus 2 semaines. Vous noterez également que le 5e point, donc c'est sur la détection des incohérences. Là, on rentre sur quelque chose de un peu plus sur du machine learning, voire du deep learning. En fait, 2 algos ont été étudiés. Les forêts d'isolation qu'on a partenues et les auto-encodeurs. Les forêts d'isolation, c'est en fait une multitude d'arbres d'isolation qui permettent de caractériser à quel point une valeur est fréquente ou pas. Alors une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas sûr que tout le monde se représente ce que ça donne. Projeté sur, on va dire, un plan, plein de points. Et finalement, ce que vous cherchez à savoir, c'est est-ce qu'un point est dans une zone dense avec plein de voisins ou pas. Et le principe des forêts d'isolation, c'est de se dire, je vais découper de manière aléatoire, faire un espèce de quadrillage, mais aléatoire. Et un point qui va être excentrique, qui va être dans une zone vide, il va être plus facilement isolable que des points qui sont dans des zones densément peuplées. Parce que juste, il y aura des écarts plus grands entre lui et ses voisins. Donc c'est le principe des forêts d'isolation. Plus c'est facile d'isoler un point par rapport à ses voisins, plus le point est supposé excentrique, parce qu'il est rare. Donc l'avantage de la forêt d'isolation, c'est que c'est scalable, c'est très simple. Mais on a préféré l'auto-encodeur. L'auto-encodeur, c'est une méthode de deep learning qui, pour vulgariser les choses, fait une compression de la donnée et puis derrière une décompression. L'objectif de cet écosystème dans l'ensemble, c'est de reproduire la donnée d'entrée. Imaginez une image en résolution 1000 par 1000, vous la réduisez en résolution 50 par 50, puis vous la réaugmentez en résolution 1000 par 1000. Vous devez retrouver la même chose en sortie qu'en entrée. C'est le rôle de ce réseau de neurones, sachant que du coup vous avez perdu énormément d'informations, puisque vous êtes passé en résolution 50 par 50 au milieu de tout ça. Donc c'est le principe de l'auto-encodeur. Et ce qu'on va regarder sur cet auto-encodeur, c'est son erreur de reconstruction. Dans la mesure où il a appris sur des données de référence, il sera forcément meilleur pour reproduire des données
proches de ce qu'il a vu par le passé que des données qu'il n'a jamais vues. Donc du coup, si l'auto-encodeur est mauvais pour reconstruire une donnée, c'est qu'en fait, il n'a rien vu de similaire par le passé. Et du coup, c'est ce qui nous permet de détecter, de quantifier le degré de nouveauté d'une donnée. Ce qui est intéressant, maintenant qu'on a étudié ces algorithmes, c'est de voir comment on s'est outillé pour faire face à cette phase exploratoire. Alors, pour la mise à disposition d'espaces d'exploration, côté Data Engineer, on doit créer des images Docker avec à l'intérieur soit Jupyter Notebook, soit VS Code, et tous les outils, on va dire internes, sécurité, accès à données dedans, donc un espace déjà configuré. Et une fois qu'on a fait ça, le data scientist va être totalement autonome sur sa création d'espaces d'exploration. Donc il va pouvoir le déployer donc Jupyter ou VS Code dans Kubeflow, choisir la quantité de ressources qu'il veut, s'il veut travailler ou pas avec d'autres personnes, donc faire du travail collaboratif. Et donc là, à la fois il est autonome, à la fois c'est très rapide, donc la mise à disposition d'espaces d'exploration se fait en moins d'1 minute. Une fois que l'exploration a été faite, il va falloir entraîner les modèles et pouvoir les réentraîner régulièrement. Et cette phase d'apprentissage, du coup, va nécessiter deux choses principales. Enfin, en tout cas, il y a deux choses qu'on veut mettre en lumière. Un, comment mesurer la performance de quelque chose qu'on n'est pas capable vraiment de noter. Et deux, comment entraîner à grande échelle ces modèles, enfin, sur des données volumineuses. Alors, toujours pareil, on ne réinvente pas la roue. On fait quelque chose de très classique dans ce qui est détection d'anomalie. On prend un jeu de données, on le sépare en deux. Il y a un jeu de données qui va rester brut, qui va être notre échantillon témoin. Et sur le deuxième jeu de données, on va injecter des erreurs de manière aléatoire. Sur ce deuxième jeu de données, on s'attend à ce que les scores d'anomalie soient bien plus élevés que dans le premier échantillon. Donc sur la partie entraînement des modèles, on va, grâce à Kubeflow, pouvoir faire de l'entraînement distribué sur un cluster. Donc si on a des gros modèles ou des grosses volumétries de données. On va pouvoir également faire des choses un peu plus complexes et utiliser les pipelines pour faire ceci. Par exemple, là, vous pouvez voir un exemple où on va faire de l'ensembling. Donc c'est-à-dire qu'on va entraîner deux modèles différents, puis on va les ensembler en un super modèle, on va dire, qui est meilleur que les deux séparément. Et cette logique-là, on va pouvoir la réutiliser d'un projet à l'autre grâce au pipeline. Deuxième point important, c'est qu'on va essayer d'optimiser nos modèles, donc grâce à un outil qui s'appelle Katib dans Kubeflow, qui permet de rechercher donc, les meilleurs paramètres pour un modèle. Donc là, vous pouvez voir en noir, c'est notre cible, donc c'est la performance de notre modèle qu'on va vouloir maximiser. Et en orange, vous pouvez voir donc, les différents paramètres qu'on va tester pour optimiser la performance. Et ça, c'est possible notamment grâce à la puissance du cloud, parce qu'on a beaucoup de puissance, on va pouvoir entraîner beaucoup de modèles. Donc jusque-là, tout va bien, on va dire, dans le cloud. On a beaucoup d'accès à la ressource, on va pouvoir entraîner beaucoup de modèles, mais très rapidement, on va se retrouver avec ceci. C'est-à-dire des dizaines et des dizaines de modèles enregistrés, et très vite, on ne va pas savoir qui est quoi, et est-ce que c'est utile ou pas. Donc on va avoir besoin de garder des traces. D'autant plus que sur le process de machine learning, on ne va pas seulement stocker des modèles, mais on va également stocker des datasets quand on va faire la préparation des données, des transformers, donc ce qui nous a servi à transformer la donnée, des modèles, bien sûr, on l'a vu, et des metrics, donc ce qui va être la performance de notre modèle pour un dataset donné. Donc on va vouloir garder les traces de tous ces objets-là. Pour ça, on utilise un projet open source également qui s'appelle Google ML Metadata. Donc à droite, vous pouvez voir les données qu'on va vouloir sauvegarder sur un modèle, donc son nom, sa description, où il est stocké, à qui il appartient, dans le but que 6 mois plus tard, par exemple, on puisse savoir qui est ce modèle, qui l'a entraîné et si on peut l'utiliser ou pas. Et à gauche, vous pouvez voir donc, les dépendances entre ces différents objets. Et grâce à tout ça, on peut remonter tout ce qui s'est passé et tous les entraînements qu'on a fait. Une fois que nos modèles ils ont été entraînés, ils ont appris, on va pouvoir s'en servir. C'est-à-dire que typiquement, dans le cadre de la détection de corruption des données, on a entraîné nos modèles sur des données dites de référence et on va vouloir maintenant fournir des nouveaux jeux de données
qui correspondent à des nouveaux états de notre base de données. Donc, typiquement, ma base de données elle évolue une semaine plus tard, un mois plus tard, 3 mois plus tard. Est-ce que les caractéristiques de cette base de données ont changé? Ça va être le cœur de la problématique. Donc là, sur cette partie-là, il y a 2 points qu'on voulait mettre en avant. Un, la possibilité de faire du paramétrage à chaud, régler la sensibilité à chaud de ces différents modèles. Et 2, de profiter de la puissance du cloud, de sa scalabilité. Sur le déploiement, le réglage de la sensibilité, c'est quelque chose qui peut paraître anodin. Je vais citer une de mes philosophes préférées. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Concrètement, je suis capable, sans réentraîner mon modèle, de l'adapter aux besoins de mes métiers. Alors, en admettant qu'on soit sur le même jeu de données. Mais c'est super important parce que ça veut dire que mes métiers vont être capables de régler le seuil d'alerting des différents détecteurs pour qu'ils soient reliés finalement à leur capacité à traiter des erreurs. C'est-à-dire que si je suis face à une équipe qui ne peut traiter qu'une alerte par semaine, ça ne sert à rien d'en envoyer 50, je vais juste les spammer. Si c'est une équipe qui a une très grande vélocité, qui peut traiter de nombreuses erreurs, parce que je ne sais pas, la donnée est super importante, dans ce cas-là, je peux en envoyer plus. Et du coup, je suis capable de définir avec les métiers une certaine fréquence d'alerte qu'il est tolérable de recevoir. Et je suis capable, sur une période glissante, du coup, de limiter cet alerting uniquement au top des alertes, puisque je suis capable de mesurer à quel point la donnée dévie de son état originel. L'autre point qui est important, c'est que, souvenez-vous, on ne monitore pas la qualité des données, mais on monitore différents aspects de la qualité des données. Et du coup, ça veut dire qu'en fonction de, justement, la fonctionnalité de la donnée, de sa nature, on va peut-être vouloir être plus sensible à certains aspects de la qualité des données que d'autres. Donc, par exemple, je suis dans une table qui est extrêmement importante où tous les champs sont obligatoires. Je veux pouvoir réagir à la présence de nouveaux champs vides de manière bien plus rigoureuse, stricte, que, je ne sais pas, des données qui concernent un sondage, par exemple, où il y a beaucoup de réponses qui sont optionnelles. Et surtout, ce qui est important, c'est que du coup, on peut fournir une approche qui est hybride, c'est-à-dire qu'en fonction des aspects de la qualité des données, définir un seuil, une fréquence d'alerting qui est tolérable pour les équipes, qui va varier en fonction de l'aspect de la qualité des données. Donc typiquement, je veux une alerte par semaine sur des problèmes d'unicité maximum, mais par contre, je peux en tolérer, je ne sais pas, 3 différentes par semaine sur les aspects de cohérence ou de complétude. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc pour Kubeflow, on va voir l'outil KF Serving, la puissance du cloud simplement. Donc KF Serving, c'est un outil qui permet de déployer des modèles dans un cluster Kubernetes très simplement, au point qu'on va pouvoir l'automatiser si on veut, et qu'on n'aura pas besoin d'écrire de code pour le faire. Donc si on veut automatiser le déploiement, on va sûrement utiliser un déploiement en mode canary. Donc ça veut dire qu'on a déjà un modèle qui est en production. Les data scientists ont travaillé pour élaborer un nouveau modèle qui est meilleur dans les environnements de test. Et pour le mettre en production, on va, plutôt que de remplacer l'ancien modèle par le nouveau, on va le mettre en partie. Donc là, dans l'exemple, on va envoyer 10% du trafic entrant pour le tester, voir s'il est également meilleur en production. Et s'il est meilleur, on va de plus en plus lui envoyer de trafic au point de supplanter le modèle 1. Donc maintenant, la partie puissance, on va dire. Donc ça, vous pouvez voir le graphe, c'est un test qu'on a fait. Donc en bleu, c'est le nombre de machines qu'on a dans notre cluster. Et en rouge, c'est le nombre de requêtes par seconde qu'on envoie sur notre modèle. Donc on peut voir que les 2 courbes sont pratiquement parallèles, donc avec une petite latence. Donc ça veut dire que notre infrastructure est élastique et s'adapte exactement, on va dire, à la charge qu'on a. Plus on envoie de requêtes, plus on a de machines, et quand on en envoie moins, le nombre de machines baisse. Et je vous rappelle, on ne paye que ce que l'on consomme, donc on va faire des économies. Sur le nombre de requêtes qu'on peut envoyer, on n'a pratiquement pas de limite, on va dire. Faut quand même faire attention, donc c'est des outils très puissants qui permettent de faire beaucoup de choses, mais il faut quand même bien les configurer. Par exemple, nous, sur nos premiers clusters qu'on a déployés, les plages d'IP étaient mal configurées, ce qui fait qu'on avait un nombre limité de machines qu'on pouvait ajouter, donc à un moment, on ne pouvait plus répondre à la charge.
Donc c'est des outils qui marchent très bien, très puissants, mais il faut quand même avoir des gens compétents derrière pour les configurer. Maintenant, on va passer donc, aux perspectives. Donc, embrasser le cloud et continuer notre marathon sur le cloud. L'avantage du cloud, c'est qu'on va pouvoir réduire notre impact environnemental en ayant besoin de moins de machines. Je vous ai parlé beaucoup d'accès à des ressources, à beaucoup de ressources, mais Orange est très engagé pour réduire son impact environnemental. Donc on surveille la quantité de ressources qu'on utilise et la puissance nécessaire pour entraîner des modèles. Il y a un an, Jean Amalus, donc mon tuteur, vous avait présenté les premiers pas de Kubeflow chez Orange. Depuis, on a bien avancé, on a fait beaucoup de choses dessus. Le but maintenant, ça va être d'augmenter le nombre de projets qui tournent sur Kubeflow et également de mettre en production donc, les premiers modèles qui auront fait tout leur cycle de vie MLOps sur Kubeflow. Sur la fiabilisation des données, je souhaitais souligner deux opportunités ou deux perspectives qui sont plutôt réjouissantes. Un, le fait que potentiellement je revienne l'année prochaine pour vous présenter les stratégies de réapprentissage, parce que pour le moment, ce que je vous ai présenté, c'est, on va dire, on apprend, on déploie, je détecte des alertes, mais qu'est-ce qui se passe si je suis face à un changement dans ma donnée qui est légitime ? Il faut que je réapprenne, mais qu'est-ce que je fais ? J'interroge mes métiers, je fais un déclenchement manuel. C'est beaucoup de questions, mais concrètement, c'est des questions qui sont saines de se poser parce qu'en fait, c'est ce qui fait que les métiers vont adopter l'outil que vous fournissez. Et du coup, c'est crucial. L'autre perspective qui est super intéressante, c'est les auto-encodeurs eux-mêmes. Souvenez-vous, je vous ai parlé de compresser la donnée, puis la décompresser. Et en fait, en utilisant des auto-encodeurs moins standards qu'on appelle variationnels, on peut rajouter une contrainte sur cet espace latent et ça va nous permettre de pouvoir faire un tirage aléatoire, alors pseudo-aléatoire sur cet espace latent pour générer des données qui ressemblent à des données de production dans tous mes indicateurs, mais qui ne sont pas réellement des données de production. Et du coup, pour pouvoir tester mon applicatif dans des environnements qui ne sont pas ou peu sécurisés, je suis capable de générer de la donnée qui n'est pas de la donnée de production, donc, mais qui en même temps colle à la réalité des données de production. Et c'est précieux ça, pour tout ce qui est testing. Donc ça nous ouvre un champ d'application qui va être extrêmement intéressant. C'est fini pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? Alors sur l'entraînement distribué, on n'a pas fait d'entraînement distribué à grande échelle. On sait que ça existe, on a regardé comment ça marchait, mais on n'a pas encore les besoins de les utiliser. Parce que déjà, on a accès à beaucoup de ressources sans faire de l'entraînement distribué. Ah oui, pardon. Donc la question c'était est-ce que Kubeflow est une plateforme mûre pour passer en production, sachant que c'est assez récent. Donc aujourd'hui, on n'a pas déployé de modèle en production. On a des projets qui travaillent dessus et qui entraînent des modèles dessus. Pour le moment, on partirait sur Kubeflow. Il faut noter également que là, on est sur un use case qui ne demande pas forcément du temps réel. On est asynchrone, on monitore régulièrement notre donnée, mais on n'est pas sur quelque chose de vraiment temps réel. Donc du coup, si on a un problème de fiabilité sur la plateforme, on est capable de la relancer manuellement. Mais les perspectives sont super intéressantes sur Kubeflow. Ouais. Alors ML Metadata, ça va être seulement stocké, donc c'est stocké dans une base de données, toutes les informations du modèle. Il gère pas les versions, enfin on peut mettre des versions dedans, mais il ne les gère pas, il fait rien avec, on va dire. Alors oui, on est lié au niveau des versions, on est lié à GitHub, donc on met bien les mêmes versions entre notre Git et ML Metadata.
Donc on va retrouver notre pipeline, tout ce qu'on toque sur NetMetadata et sur GitHub, les versions sont standardisées.